L'attrait de la mort est un sujet courant abordé dans la culture pop japonaise. Cela dû à un intérêt grandissant, que ce soit dans le morbide ou tout simplement le symbolique. Wonder Egg Priority, anime de Cloverworks, aborde ce thème avec brio, tout simplement en décortiquant le sujet pour aborder la chose de manière figurative, et nous le faisons transparaître d'une manière grâce à plusieurs personnages ayant des vécus différents, qui permet d'aborder des sujets qui seraient en lien avec les causes du suicide. Suite à la mort de sa seule amie, Ai Oto souffre d'un terrible mal-être, provoquant chez elle une terrible solitude. Mais ce n'est pas tout, malheureusement. Elle est aussi victime d'harcèlement scolaire, n'arrangeant pas forcément les choses. Ceci l'oblige à rester enfermée dans sa chambre la majeure partie de son temps, excepté ses escapades nocturnes, durant lesquelles elle fera la connaissance d'une mystérieuse voix. Cette dernière lui confiera un œuf qui, selon ses dires, lui permettrait de trouver ce qu'elle désire le plus. Pour ce faire, il lui suffira juste de casser l'œuf. L'ingéniosité de l'œuvre est due à son scénariste, habitué à écrire des œuvres du même type, mais pas pour l'animation japonaise. Nojima Shinji, un grand auteur de J-drama. Celui-ci, après un concours de scénarisation, a fait ses débuts en tant que scénariste avec la série Kimi ga Uso wa Tsuita. On sait que l'âge d'or de celui-ci est considéré lors des années 90, ayant écrit plusieurs J-dramas très sombres avec des sujets très controversés, comme l'inceste, les agressions sexuelles ainsi que le suicide. Sa série la plus connue est Kuku Kyushi, qui couvre plusieurs sujets tabous, comme la romance entre un élève et un enseignant, ainsi que la découverte de la sexualité. Par la suite, en 2008, un nouveau tournant se fit. Il sortit son roman Tsunsumurik Love, qui nous fait suivre un personnage trans qui sera par la suite adapté en 2 volumes. Cette série aura beaucoup d'éloges par la critique, racontant une réalité que beaucoup voulaient entendre. Mais pourquoi ce grand homme a décidé de travailler en tant que scénariste dans un animé original, et surtout son premier? Et cela est dû au fait que l'animation a pris beaucoup d'importance dans la culture pop japonaise, ce qui fait que Nojima a pu utiliser ce médium pour raconter ses histoires, ainsi que ce qu'il critique ou aborde dans ses récits, sans réellement être censuré dans certains endroits au Japon, ce qui permettra de toucher plus de personnes, et pas que dans le Japon. Nojima est conscient que les J-dramas resteront que dans le Japon, alors que l'animation japonaise est un média voyageant dans le monde entier, et dont ses thèmes touchent en partie tout le monde. Mais cela sera abordé à travers le thème central, le suicide. Avant de continuer avec l'analyse de l'œuvre, faut parler de la thématique principale. Au Japon, le nombre de suicides chez les moins de 20 ans a augmenté de 10% en 2020, pour que cela atteigne les 659 morts, ce qui fait de lui l'un des chiffres les plus élevés depuis 2000. On découvrira qu'au final il y a environ 200 personnes qui se sont suicidées suite à des problèmes à l'école, d'autres dus à des problèmes de santé, qui est de 138 personnes, mais il y a encore 116 personnes qui se sont suicidées pour des problèmes familiaux. Ceux-là ont été conclus grâce à des documents et lettres laissées par les défunts, avant de se donner la mort. Certaines personnes comme Yukata Motohashi, responsable du centre de prévention de suicide, a évoqué devant la presse qu'il a souhaité mettre en place un système de détection des enfants à haut risque. Depuis 2 ans, nous travaillons sur une charte de prévention de l'IJIME au sein du Conseil de l'éducation métropolitain de Tokyo. Un réseau entre les écoles va également être mis en place pour favoriser le partage de connaissances. Il faut que les victimes soient écoutées et leurs souffrances psychologiques enfin entendues. Mais le plus gros fléau du suicide reste l'IJIME, ou harcèlement scolaire de manière plus hardcore. Ma fille de 13 ans, Rima, s'est jetée sous un train il y a 2 ans. Dira Gokasai, père de famille. J'ai compris après sa mort qu'elle avait souffert d'IJIME en découvrant des messages dans son téléphone portable. Le père découvrira par la suite que beaucoup de choses effroyables se passaient dans l'école de sa fille, entre l'existence de luttes violentes dans les toilettes, de chantage, de vols, de menaces d'extorsion et d'intimidation. Il prit part de l'ampleur du phénomène. Selon Midori Kumori, le cas de Rima est pas un cas isolé, car celle-ci a perdu sa fille de 15 ans en 1998. Encore un suicide dû à l'IJIME, dira-t-elle. Elle finira par fonder une association destinée pour des enfants victimes de l'IJIME, Gentle Heart Project. Malheureusement, elle voit très bien que rien ne change et que même cela empire d'année en année. La situation a même empiré puisque le nombre augmente. Qui prend la responsabilité de ces vies brisées? Un enfant est innocent et se trouve dans un état de souffrance et de détresse extrême lorsqu'il commet un tel acte. Un espace de parole et de soutien dans l'enceinte même de l'école est plus que nécessaire. Même si les élèves sont en partie les premiers responsables, les professeurs n'en restent moins fautifs. Ceux-ci ferment les yeux sur le problème, voire même se lèguent contre la personne harcelée. Ces derniers tiennent des propos blessants envers certains écoliers, comme cela a été le cas récemment avec un enfant de la préfecture de Fukui qui s'est donné la mort après avoir souffert des primates de son instituteur.
Dans Wonder Egg Priority, ce n'est pas seulement Lee Ji-mei qui sera dû au suicide de ces jeunes filles, mais plusieurs facteurs leur feront passer à l'acte, d'une rupture amoureuse à des sujets plus sombres. Dans le monde des rêves, on découvre plusieurs personnages qui se sont suicidés pour plusieurs raisons différentes. La plus connue pour nous reste Lee Ji-mei, mais elle peut être montrée par différentes façons. La plus courante dans la série est l'autorité d'une figure autoritaire qui est les personnes travaillant dans l'école. On a 3 gros exemples montrés en amont. Le premier étant l'autorité d'un professeur qui ridiculise et pousse à bout l'un de ses élèves au suicide. Ce n'est pas quelque chose de reculé et l'animation japonaise l'ont déjà dénoncé dans plusieurs œuvres de sport. Le plus connu étant Jan et Serge, avec le coach qui foutait des tatanes sur l'une de ses joueurs. Le deuxième gros exemple est cette fois l'abus sexuel sur mineurs, profané par des personnes qui abusent de leur autorité. Pour le coup, c'est plus les hentai qui osent en parler, permettant de nous montrer comment certains professeurs ou personnels agréés de l'établissement utilisent leur pouvoir pour violer ou agresser leurs élèves sans être punis. Et le dernier cas est l'harcèlement émotionnel, dû au sentiment amoureux, trahison, etc. Sauf que ce n'est pas un cas que scolaire, mais aussi dans la vie active, où certains fans sont prêts à se suicider pour leur idol, pensant qu'ils vont suivre l'idol en question. Mais il y a une thématique que je trouve bien plus intéressante sur le sujet, car oui, c'est un sujet qui fait actuellement débat, le suicide assisté. Lors de l'épisode 9, Neiru, l'un des personnages principaux, nous fait découvrir une fille en mort cérébrale. Tout l'épisode nous traite de si cela est moralement acceptable à travers les pensées de Neiru, ainsi que la réflexion de Ai sur le sujet. En soi, assister une personne à son suicide au niveau médical n'est en soi pas une mauvaise chose. Laisser souffrir une personne physiquement ou qui ne pourra jamais se réveiller est en soi à mon sens quelque chose d'horrible. Ce qui fait que moralement parlant, si on trouve cela dégueulasse pour la personne qui lui arrive, eh bien pour elle c'est une bénédiction. Même si j'ai pleuré pour cet épisode, je me suis dit qu'au final celle-ci devait reposer en paix. Mais autour de cette thématique du suicide, l'auteur nous parlera de sujets plus profonds et tabous. Celui qui est à mon sens l'un des plus principaux est la phobie scolaire et sociale due à Lee Ji-mei. Pour le coup, on va devoir parler en profondeur de la thématique du cocon qui est la chambre de celle-ci. Dans un premier abord, on peut penser que la représentation de la chambre est totalement banale. Mais un jour, j'ai remarqué que ce détail qui m'a fait comprendre qu'au final, la chambre d'Ai était au centre de sa phobie sociale. Ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de celle-ci qu'on en apprendra un peu plus sur le sujet. Mais sinon, vous demandez-vous quel est ce détail? La chambre de Ai est la seule endroit coloré de la maison où elle vit avec sa mère. On pourrait penser que cela est dû à un manque de temps ou de budget. Sauf que les pièces qu'on nous montre avec elle sont souvent très détaillées, mais laissant dans des teintes ternes. Cela peut être la signification que Ai s'intéresse peu du monde extérieur et que sa chambre est sa seule sécurité dans cette maison. L'un des points qui rend cette fermeture d'esprit dans cette chambre est le genre de cabane en forme de nuit étoilée pour accentuer cette sensation de renfermement, comme un coco qui donne une forme de sécurité à celle-ci. Sauf que ce n'est pas le seul atout et symbole de cette chambre pour Ai. C'est en réalité son seul endroit pour être heureuse, qui lui permet de ne plus avoir peur et qui lui permet de s'apaiser, s'étant habituée à se réfugier à l'intérieur pour oublier les problèmes passés. Et cette chambre lui permettra d'avoir des amis. Pour remarquer, mais c'est dans cette même chambre que Ai est devenue définitivement amie avec Rika, ou encore a réussi à lier ces 4 filles ensemble. On peut comprendre grâce à cette chambre que la phobie sociale de Ai est un handicap qu'elle combat. Plus on avance dans la série, plus ce cocon disparaît, remplacé par d'autres endroits que les autres filles vont lui faire découvrir et sortir de cette peur. Cette phobie sociale est juste une part minime de ce que le studio souhaite parler. Je pense que tout le monde se rappelle de cet épisode qui a traumatisé et choqué les gens, les problèmes familiaux qui impactent l'enfant. Pour le coup, j'en ai parlé plus tôt. Plusieurs adolescents au Japon se suicident suite aux problèmes familiaux, que ce soit la pression de la réussite faite par les parents ou encore les mensonges et l'alcool. Rika, l'une de nos héroïnes, souffre du fait de ne pas connaître l'identité de son père. Celle-ci avec une mère totalement alcoolique et irresponsable selon elle. Leur relation est totalement désastreuse et les deux essayent de surmonter cela à leur manière. La mère essaie d'oublier cela en buvant comme un trou, pour oublier à quel point sa vie est misérable et qu'elle se sent désolée pour Rika, car celle-ci n'arrive plus à la protéger, tandis que Rika se scarifie pour essayer d'orienter sa douleur autre part, ayant une vie de famille totalement désastreuse qu'elle essaye d'améliorer. Mais faire quelque chose seule, alors que c'est une chose à faire à deux, c'est bien compliqué. Selon Neiru, Rika a une relation de codépendance avec sa mère, qui selon celle-ci est quelque chose qu'elle ne peut pas échapper. Et c'est grâce à cette relation complexe, ainsi que très psychologique, qu'on aura une thématique plus compliquée et aussi grave, les dérives sectaires. Lors de cet même épisode, la fille que Rika devra sauver s'est suicidée due à la dérive sectaire. Ce genre de culte utilise les personnes faibles psychologiquement, dû aux problèmes scolaires,
familiaux, social et j'en passe. Le fait d'aborder ce genre de personnes permet à l'autorité plus haute de modeler et de faire tout ce qu'ils souhaitent à cette personne. Jusqu'à pour certains leur dire de se suicider pour selon eux être plus connectés à lui. La scarification de Rika, qui est selon elle son moyen pour tout oublier, devient sa faiblesse, qui va presque le faire tuer. Sauf qu'une scène nous et lui permettre de comprendre que celle-ci doit protéger sa mère, comme Manen qui va protéger sa propre mère contre cette faiblesse psychologique. Ce que souffre également la mère de Rika au quotidien est qu'elle préfère tout oublier avec l'alcool. Rika devra faire quelque chose d'inhumain que beaucoup ne pourront pas faire, le pardon. Mais ça ne sera pas que celle-ci. Chacune devra pardonner ou demander pardon à Rika, que ce soit pour son comportement, sa manière de penser ou juste sa psychologie, de la manière où elle parle de sa mère. La manière dont tout cela est raconté d'une manière indirecte m'a fait penser à la manière où est traitée la recherche de soi-même, ainsi que le monde LGBT dans la série, grâce au personnage de Sawaki Momoe. Le thème LGBT est un sujet que Nojiba Shinji traite régulièrement dans ses dramas, pour défendre la cause de traiter directement le regard d'autrui ainsi que l'acceptation de soi. Momoe est une jeune fille vue par les autres comme un petit garçon, tout mignon. Cela a sûrement dû à sa tenue vestimentaire qui fait très garçonné, ainsi que sa coupe de cheveux. Les gens lui ont posé ce stéréotype qui lui a fait perdre une partie de son acceptation en soi. Surtout que le coup de grâce pour ce personnage, c'est la seule fois où un garçon s'intéresse à elle, et c'est parce que celui-ci pensait que c'était un homme. Cela sera à travers ce personnage que le thème LGBT sera traité, et pas qu'en mode ouais elles sont gays regardé comme du simple voyeurisme. Mais l'auteur traite plus en détail le sujet à travers les yeux de Momoe. On voit d'autres filles amoureuses ayant peur du regard des autres. On voit à travers nos yeux une jeune fille qui se recherche, que ça soit de façon physique que émotionnelle. Sauf que Nojima va introduire un personnage qui va permettre de répondre à toutes les questions de Momoe. Koharu. Cette personne est un jeune ado trans qui sait qu'il se sent homme alors qu'il est dans le corps d'une femme. Il se suicidera suite au viol fait à plusieurs reprises par son coach, qui le voyait seulement comme une femme. Kaoru est le guide de Momoe, lui faisant comprendre que même si celle-ci ressemble physiquement à un petit garçon, celle-ci reste dans le fond une femme. Celle-ci lui permettra de s'accepter en tant que femme. D'ailleurs, petite fun fact, Kaoru a des couleurs du drapeau trans. Je trouve que le détail est juste insane et tout aussi subtil qu'il se doit pour une série de ce genre. On a parlé des thématiques qui gravitent autour de Ai, Momoe et Rika, mais il manque un dernier personnage qui nous parle de sujets encore plus sombres, Neiru. Neiru, c'est une fille créée à partir de fibres biologiques. Elle a très peu la connaissance de la famille, mais surtout de la vie. Comme je l'ai dit plus tôt, elle, les grosses thématiques sera dans un cadre médical. Le suicide assisté, si concrètement c'est acceptable de créer des enfants de cette manière pour les modeler à notre manière, etc. Cela par la suite traité en profondeur par les passés des deux Aka, qui ont eu aussi créé une fille modelée à leur sens de la famille, et aussi avec une pote d'égoïsme dont ils sont conscients. Ce qui nous montrera que pour certains, la vie d'enfant créée de manière scientifique et sans la once d'amour qu'ont réellement les parents lors de l'accouchement est totalement cruel. Donc cela est traité de façon crue au point que pour mon cas, j'ai été totalement traumatisée par cet épisode, qui rend l'atmosphère anxiogène et rend les deux Aka responsables du sort des jeunes filles, ainsi qu'ils sont dus à la création de cet antagoniste qui est Froufrou. Vouloir jouer à Dieu est le sujet qu'on aura à la fin de la série. Vouloir jouer à Dieu sera toujours quelque chose où il faudra payer les pots cassés, ou tout simplement qu'il n'en soit pas réalisable. Nos jeunes filles ont été manipulées pour sauver la personne qui s'est suicidée liée à elles, mais elles devront quand même perdre quelque chose, me faisant grandement rappeler les destinations finales. Une vie qui devait mourir, si celle-ci devait mourir, sera remplacée par quelque chose d'équivalent de manière émotionnelle pour la personne concernée, ce qui permet d'aborder enfin le sujet du monde des rêves, ce monde qui sert de quête d'amélioration de soi. Chacune de leurs quêtes ainsi que rencontres faites par les œufs permettent d'améliorer de façon psychologique chacune des filles, comme un guide qui leur permet de comprendre leurs torts ainsi que permet de leur donner la voie de l'amélioration. Chacune, après leur combat interne avec leur traumatisme, leur peur ou leur phobie, leur ont permis d'en avoir plus clair, comme si faire une rétrospective de leur vie à travers le regard d'autrui qui leur montre une autre manière de combattre leurs démons. Les monstres véhiculent leur peur qu'elles doivent combattre, et cela n'est pas un hasard. Ce que je veux dire, c'est que les deux Aka nous font découvrir comment avoir les œufs, qui seront présentés dans quelque chose qui semble être une machine à gachapon. Les jeux de gacha sont très connus au Japon et utilisés dans d'innombrables jeux actuels. C'est un moyen de faire rafler du fric aux joueurs pour qu'ils en mettent le plus dedans. Sauf que dans Wonder Egg Pretty, on peut penser que celui-ci est totalement truqué. Et cela dû à deux choses. Le premier est que chacun fait donner de fonction des thématiques que les jeunes filles nous introduisent, tandis que le second est plus clair. C'est
c'est un monde créé par les deux Aka. Du coup, c'est eux qui créent les règles et les moyens d'aboutir à leur objectif. Donc le gacha est connu pour être un système avec des choix toxiques. Pour pouvoir gagner quelque chose, il faut à tout prix jouer. Et cela permet d'éclairer un peu mieux certains points de l'œuvre. Quand tu donnes quelque chose, tu dois recevoir une récompense, quelle qu'elle soit, même si cela est minime. Et cette récompense, même si on peut penser que ce soit le fait de sauver leurs amis, c'est avant tout de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir évoluer à leur manière. La meilleure manière de l'œuvre de nous montrer que c'est un moyen d'évoluer est le dernier épisode. Ai se retrouve avec sa version d'elle faible et qui vient d'un monde alternatif où celle-ci s'est suicidée suite au brimable scolaire. Mais on aura un parallèle intéressant sur son évolution, montrant à celle qu'elle était avant son évolution et ce qu'elle devra faire dans le futur. Que celle-ci n'est pas seule et a une mère aimante qui souhaite tout pour l'aider. Sauf que l'épisode 12 de la série n'est pas la conclusion. Le dernier épisode ne sortira que le 29 juin. Ouais, on n'a pas de grandes infos dessus. Et cela dû à une production et un planning désastreux pour tout le staff. Alors concrètement, je me suis renseignée sur divers forums, tweets de production, etc. Et j'ai pu voir qu'en réalité, le staff ont fait un très bon travail. Que cela soit dans le processus de production, que ça soit juste pour le processus d'animation ainsi que la pré-production. Sauf que tout ceci c'est juste de la théorie. Dans la pratique cela est plus compliqué. Déjà le planning était anxiogène, presque aucune pause et un staff qui travaillait comme des robots pour pouvoir donner une qualité de production presque parfaite. Le problème c'est que Cloverworks travaille sur plusieurs animés en même temps. N'oublions pas qu'ils faisaient Horimiya et The Promised Neverland à côté, ce qui augmente la charge de travail. Surtout que pour le coup l'investissement et le projet étaient énormes. J'ai appris que Shin Wakabayashi a créé Wonder Egg avec son petit groupe de créateurs qui sont à son sens dignes de confiance, mais qui pour certains sont aussi inexpérimentés que lui, et que surtout la charge de travail était gérée par eux-mêmes. Sauf que cela a au final créé ce peu de temps de création qui faisait que plus le temps passait, plus les épisodes sortaient en retard. Ils faisaient tout pour que le projet Wonder Egg Priority soit sauvé. Le fait que ça soit un projet fait par des personnes inexpérimentées pour certains mais avec autant de passion a rendu le projet plus compliqué à sortir. Ce qui fait qu'on a un épisode en moins qui a été remplacé par un récap. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Même si j'ai pas une conclusion digne de ce nom, nous faisons arrêter la série avec un fin ouverte comme à la Aironosora, qui lui aussi a subi des problèmes de production majeurs, on peut voir qu'il y a un amour profond pour le détail et la signification métaphorique éparpillée tout le long, cela grâce au langage des fleurs. Dans ma vidéo sur l'opening de Bloom Into You, je vous parle de l'amour qu'on a eu le studio par rapport à cela. Dans Wonder Egg Priorities, c'est la même chose. Mais avant tout pour avoir une double lecture à faire plus tard, en recherchant les détails cachés. La fleur qui revient le plus dans la série est l'hélice blanche, même si celle-ci est connue comme le Yuri, et donc les amours entre filles, je pense que la signification la plus plausible reste l'innocence de ces jeunes filles. Mais il y a une fleur qui est omniprésente dans la série grâce au personnage Dai, le tournesol signifiant le bonheur, la positivité ou encore la force. À mon sens, cela pourrait signifier les objectifs Dai qui cherche à atteindre un idéal constant. Et cela continue tout le long, pour toutes les scènes clés de la série. Vous aurez des fleurs qui veulent signifier quelque chose. À la mort de Koito, on aura des primes vert rose qui signifient le désespoir mais aussi un amour jeune et instable, qui est le centre du suicide de celle-ci. Le truc qui m'a fait bader, c'est que chaque fleur a été choisie avec soin. Vous voyez le champ de fleurs où se trouvent les fans de Reka? Eh bien, c'est l'hélice orange, qui signifie la vengeance ou plus précisément pour Reka une haine profonde pour sa fan ou encore sa mère. Je pourrais continuer sur le sujet, malheureusement cela serait plus à faire dans un autre sujet de vidéo complet, car il y a beaucoup trop de choses à dire. Ça serait un sujet même je voulais juste aborder pour vous montrer l'amour qu'ont eu le studio sur le sens du détail, et ce n'est pas tout. Les plans sont toujours recherchés pour permettre de rendre les scènes angoissantes, de toujours créer un parallèle symbolique avec nos personnages. Le plus insane reste le fait que l'animation est toujours autant soignée. D'ailleurs, l'œuvre a l'influence de deux grands noms. Naoko Yamada, connu pour Keon et dont son influence est vite reconnaissable par tous, mais plusieurs animateurs vont l'imiter. Ceci va être aussi mélangé par l'influence de Yukiko Horiguchi. Cela peut être clairement vu avec le chara design de Ai, qui est une influence directe au travail de celui-ci. Ai a pour thème de conception celui d'un chat aux yeux étranges et dont tout part à travers elle. En parlant des combats, cela a été toujours fait par une animation fait aux petits oignons, avec une chorégraphie bien gérée, soignée et totalement imprégnée avec les FX, qui rend une ambiance à la studio Trigger qui m'a clairement fait plaisir. Oui, Wonder Egg Priority est un animé original créé par un staff aimant l'industrie de l'animation japonaise et qui ont voulu véhiculer des messages puissants qui parlent d'un sujet d'actualité du Japon sans réelle langue de bois. J'ai passé 12 semaines à suivre leur aventure avec joie et pleurant à plusieurs reprises sur leur révélation et des choix de scénario qui sont prêts à nous détruire mentalement. Tout ceci grâce à des ambiances anxiogènes et maîtrisées. C'est une œuvre qui nous montre qu'on n'est pas tout seul, qu'on doit parler de nos problèmes. C'est un récit qui donne à sa manière
et sport aux personnes souffrant de mal-être. Si vous avez des problèmes, que ce soit harcelé scolaire ou autre, je vous mets à disposition plusieurs liens et numéros qui seront là pour vous aider. Je tiens infiniment à remercier l'ami Puck Studio qui m'a conseillé pour la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si oui, lâchez le pouce bleu et le partage, dites-le moi en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!